Merci beaucoup à vous. Tout d'abord, je dois excuser Léla Chahid qui ne sera pas là. Elle a commandé pour des raisons de santé. Elle habite dans le Midi, c'est loin. Et bon, avec la reprise du Covid et que la santé fragile, elle a refusé. J'en suis désolé parce que, bon, voilà. Donc, peut-être ça nous donnera simplement l'occasion d'avoir un peu plus d'échanges avec la salle s'il y a des questions. Donc, cette rencontre se fait à propos de l'apparition du livre La Révolution palestinienne et les Juifs, qui est la reprise d'un texte dont je vais parler, qui a été publié en 1970 par les éditions de Minuit, et dont je vais parler, qui a joué un rôle très important dans la pensée politique palestinienne, et je vais expliquer pourquoi c'était, à mon avis, important de le republier. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord dire que la publication de ce texte doit beaucoup à Marie-Claude Amchari. C'est elle qui me l'a suggéré. Et voilà, il faut lui rendre un hommage. Et puis, je dirais, ce livre est le premier d'une collection que Orient 21 a fait avec Libertalia. Là, on va faire 2 ouvrages par an. Le prochain sera sur un témoignage d'un exilé marocain qui va parler des prisons marocaines, de ce qu'il a vécu dans les prisons marocaines. Et puis, le livre d'après sera la publication en livre de l'enquête que nous avons menée en France, qu'a menée Jean Stern, sur le lobby pro-israélien en France. Voilà. Je voudrais aussi, c'est Marie-Claude Amchari qui m'a donné cette lettre, vous lire un petit extrait d'une lettre qui date de 1993. Vous voyez, on est un peu dans l'histoire, de Abraham Serfati, qui est un militant politique marocain, et qui écrit à Marie-Claude et qui rend hommage au rôle, je vais en parler, de Mahmoud Hamchari, y compris dans la publication de ce livre. Et il écrit « Mahmoud Hamchari reste dans nos mémoires, comme il restera dans l'histoire un exemple ineffaçable de ce combat. Ces années étaient l'époque où, ici à Paris, était publié ce petit livre précieux, La Révolution palestinienne et les Juifs. La Révolution palestinienne a eu le mérite, la première dans le monde arabe, de comprendre le caractère universaliste de la lutte de libération de la Palestine et la nécessité, dans ce cadre, de distinguer judaïsme et sionisme. Mahmoud fut un des pionniers de ce combat. Je rappelle qu'au moment de la publication de ce livre, Mahmoud est le représentant en France du Fatah et de l'OLP et que c'est lui qui va négocier la publication de ce livre. Il faut aussi rendre hommage à la maison d'édition qu'il a publiée, qui va être aujourd'hui rachetée, c'est les éditions de Minuit, et rendre hommage en particulier à Jérôme Lindon. J'ai repris contact avec les éditions de Minuit pour l'autorisation et pour parler un peu. Et bon, comme vous savez, Jérôme Lindon est décédé, mais les gens des éditions de Minuit m'ont dit que jamais dans sa vie il n'avait reçu autant de lettres d'insultes qu'à la suite de la publication de ce livre. Et je rappelle que Jérôme Lindon avait publié les livres sur la guerre d'Algérie, qui avaient fait beaucoup de bruit, etc. Donc, mais en même temps, il y a dans ce livre, en voyant l'édition, il y a quand même il y a eu 2 ou 3 éditions, je crois, et il y a une petite mention qui a été faite assez positive du livre par la LICA, qui est l'ancêtre de la LICRA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Maintenant, c'est contre le racisme et l'antisémitisme. Et quand on connaît aujourd'hui les positions de la LICRA, on se dit que l'évolution a été importante et malheureusement très négative. Pourquoi ce livre est important? Donc, nous sommes après la guerre de 1967. Les régimes arabes se sont effondrés ou ont été battus par l'armée israélienne. L'espoir qui existait que l'unité arabe allait permettre la libération de la Palestine, le retour des Palestiniens s'effondre, et les Palestiniens prennent en main leurs propres affaires. C'est le moment des Fedaïn, c'est le moment du développement de la lutte armée, et c'est le moment où Arafat et le Fatah vont devenir la force essentielle de ce mouvement de libération.
Ce qui est important aussi de se souvenir, parce que c'est important, c'est que ce mouvement, le Fatah et les mouvements palestiniens se situent dans une situation mondiale qui est celle d'un extraordinaire développement des mouvements révolutionnaires partout dans le monde. C'est la lutte du peuple vietnamien, des peuples d'Indochine, c'est les luttes en Amérique latine, c'est l'idée que la lutte armée est le moyen de la libération, de créer un homme nouveau, d'acquérir son indépendance. Et il y a une espèce d'utopie révolutionnaire qui, je dirais, irrigue tous les mouvements de libération. Et à l'époque, le Fatah fait partie de ça, fait partie de ce mouvement et, influencé par ces mouvements. On a oublié aujourd'hui, mais il y a eu dans le Fatah à l'époque une aile maoïste très très influente. Et durant cette époque, le Fatah, notamment à travers le bureau à Paris, c'est à Paris que le Fatah et l'OLP vont ouvrir leur premier bureau à l'étranger, en Europe, va nouer des contacts avec toute une série de forces révolutionnaires, mais aussi avec des intellectuels juifs de gauche importants, et que pour la première fois, ils vont s'interroger sur, jusqu'à présent, ils avaient vécu en gros avec l'idée, nous allons libérer le territoire, et en gros, les colons, ils vont rentrer chez eux. Et puis, le débat, je pense, avec les forces de gauche, mais aussi la prise de conscience que le sionisme et le judaïsme, ce n'est pas la même chose, que soutenir Israël et être juif, ce n'est pas la même chose, etc., va amener à une espèce d'introspection, si on peut dire, et la nécessité d'essayer de donner une solution au problème israélo-palestinien, si on peut dire. Et c'est à ce moment que paraît ce texte qui est, comme je dis, révolutionnaire, c'est-à-dire dans le sens où c'est un changement total du paradigme. Alors, le changement, c'est d'abord la réaffirmation que la lutte armée est le seul moyen de libérer la Palestine, qu'il faut détruire les structures sionistes de l'État d'Israël, etc., mais qu'il y a un avenir pour les Juifs qui se sont installés là, des fois depuis une génération ou deux générations, qui a à l'époque, je crois, 3 millions de Juifs, et que, je crois que c'est dit dans le texte, on ne peut pas réparer une injustice par une autre injustice en expulsant ces gens-là. Et donc, il y a cette idée d'une Palestine, d'un État démocratique, ça va être le mot pour désigner ça, c'est un État où coexistent Juifs, musulmans et chrétiens. Contrairement à ce qui a été dit à un moment, ce n'est pas du tout un État laïque, c'est un État non confessionnel. Alors, le texte lui-même contient des ambiguïtés, il s'interroge sur est-ce que ça va être possible, comment ça va être possible, dans quelles conditions on peut créer, et il s'appuie sur l'idée qu'à un moment ou un autre, par le développement de la lutte armée palestinienne, va provoquer des changements tels en Israël qu'une partie de la population juive rejoindra le combat des Palestiniens. Et je veux dire, c'est effectivement, l'idée même de l'État palestinien où juifs, musulmans, chrétiens peuvent vivre ensemble suppose que la libération ne soit pas l'œuvre uniquement des Palestiniens. Si on peut comparer, je veux dire, même si ça arrivera plus tard, c'est l'exemple sud-africain, mais dans des conditions très différentes, le Congrès national africain représentait en soi l'avenir de l'Afrique du Sud, puisqu'il y avait des militants blancs, métis, noirs qui travaillaient ensemble. Et là, l'idée, c'était, il y avait une espèce d'espoir comme ça qu'il y aurait une réponse de la société juive israélienne à ça. Donc, on a vu que c'était d'une certaine manière une utopie, mais les années 60 étaient celles des utopies, mais elle posait une question devant le mouvement palestinien, c'était le fait que, quelle que soit l'injustice qui avait été faite au départ aux Palestiniens et qui était évidente, on ne pouvait pas ne pas prendre en compte la présence juive en Palestine. Cette période, alors,
bon, c'est ce que ce texte exprime, c'est pour ça qu'il a suscité quand même des réactions, des débats en France, etc. Mais la suite, d'une certaine manière, ne lui a pas... Enfin, c'est pas que ça ne lui a pas donné raison. La suite, c'est que d'un côté, le Fatah et les organisations palestiniennes, après 1970 et le Septembre noir et l'écrasement de la résistance palestinienne par la Jordanie, là, le Fatah va se retrouver au Liban, il va être impliqué dans les guerres intestines au Liban, dans les affrontements, etc. Et aussi, petit à petit, il va être dans une espèce de contradiction, c'est-à-dire que la lutte armée apparaît comme plus un slogan qu'une possibilité concrète de libérer de battre l'armée israélienne et de libérer la Palestine. Et petit à petit, les Palestiniens vont être pris dans un mouvement qui est à la fois l'échec de leur lutte armée et le fait qu'ils vont s'insérer petit à petit dans le jeu diplomatique, d'abord le jeu diplomatique arabe, obtenir des succès importants, la reconnaissance que l'OLP est le seul représentant du peuple palestinien, et puis après, ouvrir un dialogue avec les Européens. Et avec une pression qui est importante, qui s'exerce sur la direction palestinienne, est-ce que vous voulez être ou non partie prenante de cette négociation? Est-ce que vous... C'est-à-dire, d'un côté, la voie révolutionnaire est bouchée, alors on peut discuter de savoir pourquoi, mais en même temps, il y a toute cette pression pour s'engager dans la voie diplomatique et la voie de la négociation. Et c'est ce qui va aboutir, au bout d'un processus qui est évidemment très très long, aux accords d'Oslo et aux tentatives de... avant les accords d'Oslo, à l'idée que, comme il n'y a pas eu de réponse de la société israélienne, juive israélienne, à l'idée d'un État où vivent juifs, musulmans, chrétiens, une solution possible, c'est le partage. Alors, et c'est le partage sur les lignes de 67. Aussi parce qu'il faut bien être conscient, c'est-à-dire que c'est la différence avec d'autres mouvements de libération dans le monde, c'est que toute la communauté internationale, sans exception, reconnaît Israël dans les frontières de 67. Et que donc, dire on va bouger les lignes et obtenir que la communauté internationale puisse bouger, c'est en tous les cas une tâche difficile et c'est une tâche à laquelle il n'arrive pas. Et si on veut arriver à aujourd'hui, ce qu'on peut dire d'une certaine manière, c'est que cette tentative modérée, entre guillemets, de dire nous entrons dans le jeu diplomatique, nous entrons dans la négociation, etc., elle a échoué comme a échoué la lutte armée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les accords d'Oslo sont morts depuis longtemps, mais petit à petit, je crois que tout le monde s'en rend compte. Et il y a le problème de savoir quelle est la solution. D'autant plus que l'idée même de deux États côte à côte devient de plus en plus difficile avec la colonisation. C'est qu'il y a aujourd'hui, en gros, 650 000 colons entre Jérusalem-Est et Cisjordanie et qu'aucun gouvernement israélien, dans aucune situation imaginable, peut demander, même à la moitié d'entre eux, en supposant qu'il y ait des échanges de territoire, de rentrer chez eux. Et puis que la colonisation, ce n'est pas seulement des gens qui s'installent, c'est un réseau de routes, de camps, de choses qui sont extrêmement difficiles à démanteler. Et c'est à ce moment justement que ce texte aussi reprend un sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, il faut le reconnaître, un État unique sur le territoire historique de la Palestine. Un seul État, il y a une seule entité politique qui dirige tout, et que peut-être le combat, qu'avance un certain nombre de gens, c'est de dire qu'il faut se battre encore plus que pour l'État, pour l'égalité. Que le problème aujourd'hui fondamental en Israël-Palestine, c'est l'égalité. L'égalité, c'est le fait qu'il y a une situation d'apartheid. Et c'est très important ce terme parce qu'on a vu qu'avec Gaza, c'est quand même des choses qui commencent maintenant à entrer dans le discours. Alors on a vu que des organisations comme B'Tselem, qui est la grande organisation israélienne des droits de l'homme, Human Rights Watch, ont dit que c'était un système d'apartheid, et pas un système d'apartheid en Cisjordanie et Gaza, que l'ensemble du système de domination israélienne est un système d'apartheid, et que c'est contre ce système d'apartheid qu'il faut lutter. Et aujourd'hui, où je dirais
enfin, les perspectives sont en partie sombres, tellement le rapport de force est en défaveur des Palestiniens, malgré le soulèvement auquel on a assisté, etc. Ça apparaît aujourd'hui, en tous les cas, la solution sans doute la plus mobilisatrice pour les Palestiniens, et c'est la solution qui est, contre laquelle il est difficile sur le plan international de se battre. Parce que comment peut-on se battre contre des gens qui disent « mais ce que nous demandons, c'est l'égalité ». Aujourd'hui, vous êtes un citoyen, pas un citoyen, vous êtes un être humain qui vit en Cisjordanie, en Israël même, à Jérusalem. Selon que vous êtes juif ou non juif, vous n'avez pas les mêmes droits. D'abord, c'est la définition même de l'apartheid, mais en plus, c'est quelque chose que personne ne peut défendre. Je veux dire, enfin, publiquement, personne ne peut défendre une telle chose. Donc là, il y a sans doute pour les Palestiniens une voie, mais, et je terminerai là-dessus, peut-être après on peut avoir des questions. Il y a, comme vous savez, des débats importants au sein du mouvement palestinien. Il y a des divisions qui pèsent beaucoup négativement entre le Fatah et le Hamas. Il y a la manière dont l'autorité palestinienne aujourd'hui agit à l'égard des Palestiniens. Mais je dirais, ces choses-là, c'est l'affaire des Palestiniens. C'est-à-dire que, enfin, moi j'ai toujours été dans l'idée, nous n'avons pas, nous, à dire aux Palestiniens qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est leur responsabilité. Mais ce que nous avons à faire ici, en France, par solidarité, parce que je pense que nous devons être solidaires des Palestiniens, c'est de se battre pour des principes universels. Et un mot là-dessus, moi, je dis, quand on me dit vous êtes pro-palestinien, je dis non, je ne suis pas pro-palestinien, je ne pense pas que les Palestiniens sont un peuple qui est mieux qu'eux. Je suis pour le droit international et l'égalité entre les êtres humains. Et je crois que ça, c'est effectivement un combat d'avenir. Et c'est aussi sans doute, peut-être c'est une illusion, je ne sais pas, c'est que on a changé d'époque par rapport à ce que je disais sur les années 60, 70, la lutte armée, la construction d'un État de libération, etc. Le résultat est très important parce qu'on a mis fin au système colonial, et je crois que c'est important, mais en même temps, les résultats, quand on voit les États qui sont mis en place, ce n'est pas très brillant. Et qu'aujourd'hui, la lutte pour les droits égaux, pour l'égalité des droits, etc., est une lutte mobilisatrice, non seulement en Palestine, mais je pense partout dans le monde. Voilà. Alors peut-être, puisque Léla Shahid n'est pas là, s'il y a des questions, je peux répondre, ou s'il y a des commentaires, des... Allô ? Oui, alors juste pour les questions, il faut bien garder son masque. C'est moi qui tends le micro. Donc voilà, n'y touchez pas. Oui, merci Monsieur Grech pour cette conférence. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu tard. Mais moi, ce que vous dites à la fin, bon, je me pose une question. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre vraiment un système colonialiste, parce que pour moi c'est un système colonialiste, et la revendication de droits universels et d'une démocratie? Je ne sais pas si c'est compatible. Non, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire la lutte pour les droits amène forcément... Si vous voulez, il y a eu hier une déclaration de Lapide à propos, vous savez, de cette fameuse déclaration, cette fameuse loi ou décret qui est en discussion à la Knesset sur le fait qu'un Palestinien d'Israël qui épouse, ou une Palestinienne d'Israël qui épouse un Palestinien de Cisjordanie n'a pas le droit de l'amener. Et il dit ouvertement... Et c'est rare qu'ils le disent, oui, c'est pour défendre la majorité juive. Et la loi sur l'État-nation du peuple juif dit clairement que ce n'est pas... que Israël n'est pas un État démocratique, et est un État de type colonial. Et je dirais simplement, la lutte pour ces droits-là, elle est incompatible avec le système israélien. Maintenant, comment ça va se passer? Je veux dire, personne ne peut le dire, c'est difficile. Mais je crois que c'est, effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire un des problèmes depuis le début que, en France notamment, après la guerre de 67, les gens ont mis très longtemps à comprendre, c'est que la sympathie qui existait à l'égard d'Israël, qui était due à la question du génocide des Juifs
en partie aussi au fait que c'était soi-disant un modèle socialiste, les kibbutz, etc., etc., elle était faite de l'aveuglement sur le caractère colonial de l'entreprise. Et on a souvent cité, je l'ai fait je crois aussi, la difficulté de Sartre, par exemple, qui a vu des positions anticoloniales extrêmement courageuses, à prendre en compte cette dimension. Après, il l'a pris, enfin, il y a eu des périodes 70, 71 où il a été plus... Mais il y a un moment, d'ailleurs, il le dit dans la fameuse introduction du numéro des temps modernes, vous savez, sur 1967, qui paraît le jour du conflit de juin 67. C'est le numéro dans lequel Maxime Renançon écrit ce fameux texte Israël fait colonial, point d'interrogation. Sartre écrit nos amis arabes disent que pour eux, les Israéliens, ce n'est pas la question des Juifs, mais pour nous, c'est les Juifs. Donc il y a cette idée, si vous voulez, il y a cette difficulté de comprendre que malgré la persécution tout à fait exacte, le génocide, etc., l'entreprise sioniste était une entreprise coloniale, d'ailleurs qui s'assumait comme telle. Je veux dire, les déclarations disant non seulement nous sommes une partie du mouvement colonial, parce qu'à la fin du 19e siècle, tout le monde est prêt à... Enfin, je veux dire, en Europe, ce n'est pas considéré comme déshonorant de le dire. Et puis, les déclarations de Herzl disant textuellement, nous serons l'avant-poste de la civilisation face à la barbarie asiatique. Donc ça, c'est effectivement quelque chose... Et c'est sans doute ce qui est aussi ce caractère qui rend très difficile... si on réfléchit à la solution des deux États et à la possibilité de... Est-ce qu'il y avait une possibilité de compromis ou non, on peut en discuter très longtemps, mais je pense qu'une des difficultés, c'est que le compromis suppose qu'on considère l'autre comme un égal. Et jamais dans les négociations, les Israéliens n'ont considéré les Palestiniens comme égaux. Moi, ce que j'ai dit, je l'ai écrit comme ça, c'est ils sont convaincus que la vie d'un Israélien vaut la vie de 10 Palestiniens. Et ça, c'est effectivement un obstacle, enfin, je dirais, à la fois psychologique et concret sur pour une solution politique. Alors, on a une autre question ici. Oui, je voulais dire, on n'a jamais demandé aux Palestiniens, quand on a voté l'État d'Israël, il n'y a pas un État dans la région où on a demandé aux populations ce qu'elles en pensaient. Les frontières de l'Irak ont été faites par l'Angleterre. Il n'y a pas une seule frontière qui a été faite. Bon. En 1947, le vote de l'État d'Israël, c'est un gag. C'est Staline qui a fait voter l'État d'Israël. L'Angleterre a refusé, bien sûr, ça lui faisait tomber son mandat. Quand en 1901, il y a un rapport sur la Palestine, l'Empire ottoman est encore vivant. Il y a en Palestine 40% de chrétiens, 41% de musulmans et à peine 9% de juifs. En 1947, on vote un État pour les juifs. Bon, il faut le faire quand même, celle-là. Bon, il y a autre chose. Mon père gardait mes lettres. C'est en 1963. Mon cher papa, je devais aller à Bagdad cette semaine et l'ambassade me dit non, 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 car les Anglais viennent d'assassiner le Premier ministre Qassem, car il s'était rapproché des Français quand De Gaulle a voté, a été d'accord avec les accords d'Évian, tout le monde arabe était pour. Bien, mais les Anglais étaient furieux. Et Qassem s'était rapproché des Français. Et surtout, il ne voulait pas qu'on lui enlève sa province du Sud, le Koweït. Le Koweït a été fabriqué alors que c'était une sous-préfecture de Bassora. Le Koweït a été fabriqué en 1963. Le Qatar en 71, le Bahreïn en 73, etc., dans les années 70, avec l'obligation que tous les fonds, tout l'argent passe par la City de Londres. De quoi vit Londres, au fait? Il y a des mines d'or dans la banlieue de Londres? Bon. Tout ce qui s'est fait au Moyen-Orient s'est fait entre la France, l'Angleterre et les États-Unis, à qui allait quick, 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 quick. Bon, ceci dit, vous parliez tout à l'heure de Maxime Rodinson. C'était un ami. Si vous voulez,
Je l'ai filmé, j'étais chez lui, on s'entendait bien, et il dit des choses très dures, très très dures sur l'État d'Israël, et en particulier sur l'histoire. Il raconte comment les Juifs de Pologne, les bons blonds aux yeux bleus, n'ont strictement rien à voir avec... ils n'ont aucun ancêtre parmi ces tribus mythiques. Parce qu'il y a eu énormément de conversions. À l'époque, on n'avait pas le sens de la race. Si vous voulez être un bon médecin sous l'Empire ottoman, vous vous convertissiez au judaïsme. C'était très très bien vu. Soleiman le Magnifique adorait ses médecins. Bon. Bien, mais merci. J'ai tous ces films, j'ai essayé de les donner à Arte. Tout le monde me les a refusés. Monsieur Fabius, monsieur... absolument. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, la France est tenue par les anciens colons d'Afrique du Nord. Bon, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est vrai que, c'est-à-dire, et c'est aussi quand même pour mesurer la différence avec l'époque aujourd'hui, c'est-à-dire, en 1914-1918, la France et la Grande-Bretagne se partagent le Proche-Orient sans consulter les peuples concernés, et sans que ça pose beaucoup de problèmes. Il y a eu des répressions en Irak, il y a eu des soulèvements... Vous me laissez parler, madame ? Il y a eu des soulèvements en Syrie, etc. Mais finalement, ça se fait avec relativement facilement. Aujourd'hui, il faut voir que ça, c'est impossible. Et c'est une des choses positives, c'est que l'ère des colonies est finie. Et l'Afghanistan, ce qui se passe en Afghanistan, d'une certaine manière, la preuve, c'est-à-dire les Américains ont envoyé des centaines de milliers d'hommes là-bas avec le soutien, y compris des Français, etc. Ce n'est plus possible, ça. Je veux dire, donc ça, c'est effectivement, je crois, un élément positif sur l'évolution des rapports de force dans le monde, c'est-à-dire que l'expérience coloniale ne peut pas se reproduire de la même manière. Maintenant, bon, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de 1947. 1947, c'est le seul moment de la guerre froide, du début de la guerre froide, où Américains et Soviétiques se mettent d'accord pour des raisons tactiques, chacun pour des intérêts qui lui sont propres, pour approuver le plan de partage de la Palestine. Mon impression, c'est que... Oui, mais oui, je vous comprends. Et donc... Mais, bon, enfin... donc, il y a effectivement cette conjonction qui se fait, mais il faut bien se rendre compte, moi je suis convaincu que pratiquement en 1936-1937, c'est-à-dire en tous les cas en 1939, après l'écrasement de la grande révolte palestinienne, l'État d'Israël est déjà construit. Ils ont l'armée, l'économie, ils ont la domination, ils ont l'appui des Britanniques au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a toutes les forces pour le faire parce qu'ils ont des capacités, des appuis internationaux qui vont leur permettre de s'affirmer au moment de la guerre de 47-49. En plus, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé quand on parle du soutien qui a existé aussi bien en Union soviétique que dans les anciens pays de l'Est, c'est que le mouvement sioniste, c'est des Occidentaux qui parlent à des Occidentaux. Quand ils viennent parler en France, ils parlent un langage que les gens comprennent. Et ils savent comment on parle. Parce que, vous savez, le plan de partage de la Palestine, il a été voté à la suite d'une commission d'enquête envoyée par les Nations Unies. Donc, ils se sont prononcés pour le partage de la Palestine. Outre que les sionistes avaient mis des micros dans les chambres d'hôtel pour savoir ce que chacun pensait et qu'est-ce qu'ils discutaient entre eux. Ils ont attribué à chaque délégué un délégué, un sioniste qui venait du même pays, c'est-à-dire le Suédois, il y avait un juif suédois qui l'accompagnait. Et ça donne, enfin je veux dire, il y a une vraie force de conviction qu'ils ont été capables de mener. Et ça les a menés. Dernière remarque sur... les médias en France, parce que ça c'est une chose qu'on a toujours... Moi j'ai vécu 1967. En France vous aviez une situation extraordinaire, c'est-à-dire que vous aviez un soutien massif à l'État d'Israël, des médias, des partis politiques, à l'exception de Gaulle et de quelques gaullistes, même pas de tous les gaullistes, et du Parti communiste. En 20 ans ça a changé.
C'est-à-dire que réellement, il y a eu, notamment après le siège de Beyrouth en 82, la première intifada, etc., il y a eu un changement important qui montre que ça peut changer. Alors aujourd'hui, mon impression, c'est qu'on a reculé par rapport à cette période, mais pourquoi ? Je pense qu'il y a une des raisons qui est importante, on n'a pas le temps de développer ici, c'est que depuis, en gros, septembre 2001, mais ce n'est pas une date fixe, la vision du conflit en Occident a évolué et maintenant on inscrit ce conflit dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Si vous êtes en guerre contre le terrorisme, comme je dis, je ne sais pas ce que c'est, moi, le terrorisme, mais il y a quand même ce discours qui est celui de nos dirigeants. À ce moment, c'est, je dirais, presque naturel de penser qu'Israël est notre allié. D'autant que le concept de guerre contre le terrorisme a été inventé dans les années 70 par Netanyahou. À l'époque, il n'était pas du tout Premier ministre. À l'époque, le terrorisme, c'était l'OLP, mais c'était aussi l'Union soviétique, le Congrès national africain, etc. Mais ça, effectivement, la guerre mondiale contre le terrorisme, contre l'islam radical, etc., a fait qu'il y a en partie un changement de l'opinion. Mais il n'est pas, si vous voulez, pour moi, il n'est pas irréversible. Et encore une fois, je termine là-dessus sur l'apartheid. Le fait que l'idée qu'Israël est un État d'apartheid, que même le ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, l'a évoqué, bon, certes de manière timide, etc., c'est quand même quelque chose qui peut provoquer des changements dans les opinions publiques. Et puis, comme je dis, ça, quelque part, ça dépend de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, ça dépend aussi du travail que chacun fait. Voilà. On a une question au premier rang. Oui, alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre présentation, c'est l'idée de création d'un État non confessionnel dans le monde arabe, ce qui effectivement est révolutionnaire, parce qu'à ma connaissance, à ce jour, il n'en existe aucun. Et ma question est donc la suivante. Vous avez précisé qu'il ne fallait pas confondre avec État laïque. Donc en quoi cette différence intervient ? Et enfin, aujourd'hui, en Palestine, en termes de force politique, est-ce que cette idée-là a encore cours et qu'est-ce qu'elle représente en fait dans l'espace politique palestinien Est-ce que ce livre peut être bien reçu, par exemple, en Palestine voilà. Le problème de l'utilisation du terme laïque, notamment dans le monde arabe, est très compliqué parce que pour beaucoup, c'est identifié à l'athéisme. Et la place de la religion dans le monde arabe et musulman, elle est différente de la place de l'Europe. Mais je crois qu'un des problèmes, une des choses sur lesquelles on a beaucoup de mal en France avec la laïcité, c'est de penser que la laïcité, ça n'existe qu'en France. Et c'est vraiment quelque chose de français. C'est vrai qu'il y a une laïcité française qui est le résultat de notre histoire, des luttes politiques qui ont été menées. Mais dans la plupart des pays européens, il y a eu une mise. Il y a eu, si vous voulez, au Royaume-Uni, le chef de l'État, c'est la reine, et les chefs de l'Église. Est-ce que c'est fondamentalement différent de la France ? Réellement, je ne pense pas. En Belgique, qui se dit laïque, les prêtres sont payés par l'État. Et puis en France, donc, quand on dit laïque, on finance la rénovation des édifices religieux et ça coûte un fric fou. Donc le problème, c'est de savoir, il y a effectivement, vous vous souvenez, pendant les printemps arabes, il y avait un mot d'ordre qui était très avancé, Dawla Madaniya, un État civil. Parce que, je veux dire, bon... La manière dont cet État, les États dans le monde arabe fait avec la religion ne sera pas comme chez nous. Je veux dire, il y a d'autres histoires, il y a d'autres choses qui fait que ça peut prendre... il faut une forme de séparation, mais elle ne prendra pas les mêmes formes que chez nous. Alors, sur les forces politiques, bon, comme vous savez, la situation en Palestine, enfin, du point de vue politique, est très... problématique. D'abord parce que la division Fatah-Hamas a coûté beaucoup aux Palestiniens, parce qu'il s'est installé à Gaza comme à Ramallah des pouvoirs autoritaires qui sont assez similaires aux pouvoirs autoritaires dans le monde arabe avant les révolutions arabes, et bon, je veux dire maintenant même après les révolutions arabes, où je raconte, moi j'étais à Ramallah au moment des printemps arabes,
Et au tout début, en mars 2011, au moment où Moubarak tombe, etc., il y a eu des manifestations à Ramallah. Elles étaient réprimées fortement par l'autorité palestinienne. Et à Gaza, elles étaient réprimées fortement par le Hamas. Donc il y a l'idée qu'il ne faut pas laisser la population s'exprimer. Maintenant, il y a en même temps une nouvelle génération qui est quand même, on l'a vu, qui veut se mobiliser, etc. Maintenant, mais en même temps, c'est extrêmement difficile. Ils ont affaire à des États... Ce n'est pas le même type de répression à Ramallah qu'il y a en Égypte, par exemple, qui est, je veux dire, bon, nettement plus grave, mais il y a une forme de contrôle. D'abord parce qu'il y a une police qui est, je ne sais pas, il y a des dizaines de milliers de policiers. La seule chose sur laquelle les Occidentaux et les Européens ont été attentifs après les accords d'Oslo, c'est le développement de services de sécurité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Rabin disant à un moment... Ce qui est bien, c'est que quand il y aura une autorité palestinienne, ils pourront s'occuper de leur population sans s'encombrer des droits humains. Ce qui est terrible, c'est que ces policiers, c'est nous, enfin nous les Américains surtout, mais aussi les Européens qui les avons formés et qui avons formé ce système policier, si vous voulez. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de critiques à l'égard de ce système policier. Et puis, il y a un problème, si vous voulez... Des fois, on pense que l'État, c'est une dictature isolée de quelques personnes et que tout le reste... Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a 100 000 fonctionnaires en Cisjordanie, je crois. 100 000 sur une population de 3 millions. C'est énorme, ça fait vivre des dizaines de milliers de familles. Avant de descendre dans la rue en se disant on va perdre son emploi, etc., il se passe beaucoup. Alors, il y a des moments, heureusement, où les systèmes craquent, mais ce n'est pas facile. Et c'est d'autant moins facile qu'il n'y a pas de force politique qui... l'autorité palestinienne est discréditée. Le Hamas a gagné une certaine autorité avec Gaza parce que, pour la première fois, il est sorti de Gaza. C'est-à-dire qu'il a engagé un bras de fer avec les Israéliens, pas sur la question de Gaza, du blocus, etc., mais sur la question de Jérusalem. Et incontestablement, ça leur a donné une plus grande autorité. Mais s'il y a demain des élections libres à Gaza, il est laminé le Hamas. Donc, quelles sont les solutions? Quand il y a eu l'idée vous savez qu'il y avait des élections qui étaient prévues en mai, juin, élections d'abord législatives et présidentielles. Il y avait une liste du Fatah dans laquelle était la femme de Marwan Barghouti et les sondages lui donnaient des résultats importants et sans doute que Abbas n'aurait pas eu la majorité. Donc il y a une volonté de changement, mais elle est compliquée à se développer, d'autant que, oui, j'ai pas dit, la répression, elle est coordonnée israélo-palestinienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Israéliens ont un service. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les séries israéliennes comme Fauda, etc. La manière dont on contrôle les populations, mais je veux dire, on parle de la Corée du Nord, mais c'est exactement la même chose. C'est que vous savez où les gens sont, qu'est-ce qu'ils disent dans leur téléphone, etc., etc. Et il y a une entreprise systématique de détruire et d'empêcher tout, pas seulement toute contestation, que toute personne qui a un petit peu d'aura du côté palestinien, même s'il n'a aucun rapport avec la violence, etc., de l'empêcher d'agir. On le met en détention administrative, on l'arrête sous de faux prétextes, etc., etc. Ce qui fait que quand aujourd'hui on parle de la nécessité d'une résistance non armée, pacifique, le problème, c'est qu'Israël ne laisse pas la résistance. Il ne fait pas une différence entre une manifestation dans laquelle il y a des gens qui tirent et une manifestation dans laquelle il y a des jeunes qui manifestent. On tire à balles de caoutchouc, à balles réelles, etc. Et il y a, enfin, je veux dire, ça ne fait pas la une de l'actualité. Comme je dis, les périodes de calme en Cisjordanie, c'est les périodes où les Palestiniens se font tuer. Tout le monde s'en fout, ça ne fait pas la une des journaux. Mais dès qu'un Israélien est tué, c'est considéré comme un événement. Mais cette répression permanente, elle rend aussi très difficile le développement d'activités politiques. Alors on me glisse dans l'oreillette que le temps imparti est désormais terminé, donc pas de questions supplémentaires malheureusement. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cette carte blanche. C'est moi qui vous remercie.